Bonsoir, bonsoir à tous. Bonne année, bonne année. Et donc, on se retrouve pour commencer 2021 dans cet espace nous avons inauguré déjà depuis plusieurs mois. Et donc, nous nous retrouvons ici pour reprendre cette introduction à la psychanalyse, psychanalyse pour tous. Bien le bonsoir René, comment allez-vous? Mes meilleurs voeux à vous aussi. Bonsoir Carinette. Un plaisir donc de vous retrouver et nous sommes là, nous reprenons donc, bonsoir Dora, nous reprenons donc ces rencontres de psychanalyse pour tous. Donc on va dire que ce sont des rencontres qui ont l'objectif, la prétention, on peut dire aussi, donc bonsoir Sandrine, bonsoir Sabrina, qui ont la prétention de diffuser la psychanalyse. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on va dire, nous avons besoin d'un instrument scientifique, d'un instrument sur lequel vraiment on puisse se soutenir pour faire face un petit peu à tous ces chamboulements sociaux qui nous bouleversent tous. Bonsoir Françoise, Olivier, bienvenue, bonsoir Valérie, Jean-Marc, bonsoir Rose-Hélène. Donc aujourd'hui, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de psychanalyse et poésie Grupo Cero à Madrid. Bonsoir Isabelle, Rachid, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer cette lecture des textes de Freud que nous proposons pour revenir à Freud, comme nous l'indiquait si bien Lacan. Revenons à Freud, retournons au texte de base de Freud pour voir un petit peu comment penser Freud et voir tout ce qu'on peut encore apprendre de Freud. Donc, qui est une source de richesse infinie, dans le sens où à chaque fois c'est une nouvelle lecture, à chaque fois nous avons la possibilité de redécouvrir ce texte que nous avons lu il y a quelque temps, quelques mois, quelques années. Tout d'un coup nous reprenons la lecture de ce texte, nous sommes transformés, donc nous avons la possibilité de découvrir dans le texte de nouvelles choses, non? D'où l'importance de cette lecture continue des textes de Freud. Bonsoir Dominique. Donc, on va voir. Alors, attendez 2 secondes. Non, ça marche pas. OK. D'accord. Kamar, bonsoir. Bonsoir, donc de l'Algérie. Très bien. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un texte en espagnol, je lis Freud en espagnol. Le texte en espagnol a été traduit comme Initiation au traitement. J'ai vu qu'il y a des textes en français qui ont été traduits, que le titre du texte en français a été traduit par engagement. Engagement, je trouve. Et Shaira, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et ça coupe. Oui, mais ça ne devrait pas couper, René. Ça ne devrait pas couper. Pour moi, ici, tout va bien. Donc, nous allons commencer par cette lecture, voir un petit peu tout ce qu'on peut donc découvrir dans ce texte de Freud qui problème d'écho. Il y a un problème d'écho. Ben, écoutez, normalement, les problèmes d'écologie, ben, c'est un truc écolo. Donc, bonsoir Sylvie. Bon, écoutez, on va continuer, vous me dites, bonsoir. Et donc, Freud, pour initier, donc pour commencer le texte, il va nous parler il va nous dire que tout comme, bonsoir Anne, tout comme, il va nous dire que comme dans le jeu d'échecs, où il n'y a pas des milliers de manières de commencer une partie d'échecs, bonsoir Assa, Ikram, bonsoir, sinon qu'il y a certaines manières de commencer un traitement. C'est-à-dire qu'il y a... Et donc il va nous dire qu'il y a quelques conseils, il va se proposer pour nous présenter des conseils pour recevoir donc le patient et comment commencer cette relation. Mais il dit que, attention, il dit d'abord conseil, il le met entre guillemets, et en plus il dit il ne s'agit absolument pas d'un protocole à suivre, sinon plus qu'un protocole à suivre, sinon ce sont des idées qui vont nous permettre de pouvoir penser ce nouveau patient qui se présente. D'accord? C'est-à-dire que on va voir ici pour
tous les professionnels qui s'occupent les professionnels de la santé et les professionnels de la santé, oui, les professionnels de la santé qui ont, non, ce contact, ce premier contact avec le patient. Donc il va dire que c'est comme dans un jeu d'échecs où les premiers coups, les ouvertures, en général, ce sont des choses qui sont assez restrictives, non, qui n'ont pas toutes les possibilités. Mais donc il ne s'agit pas d'un protocole. Mm. Donc après, il y a cette petite introduction du texte qui est assez, on va dire, cette introduction du texte qui est assez polémique, on va dire, puisque lui, il dit qu'il propose au patient, d'abord, de commencer par certaines rencontres qui ne vont rien déterminer, sinon pour voir si le patient qu'il est possible, on va dire, d'analyser le patient ou pas. Et donc, il se permet, il va dire, on va prendre 1 ou 2 semaines avec le patient. Donc, rappelez-vous qu'à l'époque de Freud, les patients se déplaçaient jusque Vienne pour pouvoir donc être suivis par Freud et que c'était donc des traitements où le patient, il avait des séances tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient vraiment, on va dire, décidés de se libérer de leurs symptômes. En général, c'était des gens qui souffraient, non, souffraient de différents symptômes et qui se présentaient donc à l'analyse et que Freud recevait tous les jours. Donc, il va nous dire dans le texte, Naïma, bonsoir, bonsoir Fabienne, il va nous dire dans le texte Freud qu'il travaillait tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés. C'est donc qu'il était tout le temps en consultation. Donc on peut voir que lui, évidemment, donc non seulement il avait de nombreux patients, il recevait de nombreux patients et qu'en plus le soir, il écrivait, donc ses découvertes. Donc on peut penser aussi qu'il recevait les patients avec ce rythme de séance, hein, de rythme de séance quotidien pour voir un petit peu, parce que nous n'allons pas oublier que Freud, il était en train de produire cette science psychanalytique. Et donc, non. Samir, bonsoir, hein, bonsoir du Maroc. Bonsoir Patricia. Merci, une excellente année à vous aussi. Donc, et ensuite, il va nous mettre une chose que je pense qui est très intéressante et très importante, c'est de ne pas cataloguer, on va dire, le patient qui se présente. Ce patient qu'on ne connaît pas encore, qui se présente, on va parler des premières séances de psychanalyse ou de psy en général, on va dire, on ne le connaît pas et qu'il ne convient pas ni pour le travail du professionnel, ni pour le patient de le diagnostiquer. C'est-à-dire que dans les premières séances, on ne diagnostique pas, ce n'est pas pour leur mettre une étiquette, on ne cherche pas à mettre des étiquettes, bonsoir Farida, ça ne nous intéresse pas en plus de mettre des étiquettes. Sinon que, on va dire que les étiquettes, à la rigueur, on pourrait comme essayer d'y penser lors de la supervision ou quand on va écrire nous-mêmes le cas et on va même recommander que le diagnostic, en fait, c'est à la fin du traitement. Parce que la névrose, il n'y a jamais de d'hystérie pure. Bonsoir Arthur, il n'y a jamais d'hystérie pure, il n'y a jamais de névrose obsessive pure, sinon que, et en plus, ce patient, non, quand il commence au traitement, il peut passer par différentes phases. Donc, il est toujours préférable d'être à l'écoute, d'être disponible et à l'écoute pour pouvoir donc voir tous ces changements. On va voir que le travail du psychanalyste, c'est un travail où, tout comme l'inconscient, il ne juge pas, il ne calcule pas, il ne met pas d'étiquette, sinon qu'il écoute. Bon, donc il nous recommande donc de ne pas mettre d'étiquette sur ces premiers venus, non? Enfin, ces premiers venus, ceux qui arrivent. Donc, et ensuite, il va nous raconter donc il va nous parler de ses relations, donc tout comme dans l'interprétation des rêves, quand il va faire référence un petit peu à cette patiente, la patiente Irma, qui était une amie d'un ami de la famille. Donc c'était une relation de la famille. Et il dit que quand le psychanalyste, quand le psy doit
parce qu'il n'y a pas d'autre option, on va dire, ou qu'on lui demande de prendre en consultation quelqu'un d'une relation proche, il dit que ça va être des cas qu'il faut prendre donc ça en considération dans le sens où le transfert ne va pas s'établir de la même façon. C'est-à-dire que le patient vient déjà avec heureuse année à vous aussi, Pierre. Le patient vient déjà avec un transfert établi. D'accord? Donc, c'est quelque chose où on ne va pas pouvoir, et en plus, ce sont des relations qui sont un petit peu plus délicates, dans le sens où il y a la famille qui va faire un suivi sur le travail, il y a plusieurs personnes, on va dire, qui vont intervenir, alors que dans un autre type de traitement ou de travail, toute la famille n'a pas à intervenir. Donc, au lieu de voir un transfert qui va se former, s'établir petit à petit, c'est une relation où en fait il va falloir transformer ce transfert, non, qui est établi, bonsoir Laetitia, et transformer ce transfert qui est déjà établi au niveau des relations familiales ou d'amitié avec le professionnel. Ensuite, il va nous donner donc ces petites règles qui sont assez. Il dit par exemple quand vous voyez quelqu'un, non, un patient qui vous téléphone et qui demande donc demande des informations et qui dit en général bon je reviendrai là parce que là comme maintenant je ne peux pas parce que ceci parce que cela. Donc il explique, il donne des raisons de pourquoi il ne va pas commencer maintenant son traitement et Freud il nous dit ne l'attendez pas, c'est pas la peine. Donc c'était une tentative, on va dire que le bonsoir Eva, merci, vous allez bien? Donc il va dire que les gens qui promettent revenir, ben, il est préférable et aussi pour le professionnel de ne pas attendre. D'accord? On n'attend pas les gens qui disent, parce qu'il nous dit directement qu'en général, ils ne vont pas revenir. Bonsoir Simona, bonne année à vous. Et, donc, ensuite, il va nous parler un petit peu de cette attitude du patient. Non, il va dire, bien sûr, il y a des patients qui viennent et qui sont enthousiastes, qui pensent que vraiment la psychanalyse, c'est quelque chose de fantastique, et donc c'est pour ça qu'ils veulent commencer, etc., qui montrent donc une grande confiance en cet instrument. Et d'un autre côté, nous avons d'autres types de patients qui, bien au contraire, vont exposer leurs doutes en disant bon, je ne sais pas, moi on m'a recommandé ça, mais je ne sais pas, en plus il faut parler, moi je ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire qu'il y a différents types de patients qui vont se présenter. Et Freud, bien sûr, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ne nous occupons pas de cette apparence, on va dire, Foussia, bonsoir. Et cette apparence, non, c'est toujours le discours manifeste. Donc, il va dire la personne qui se présente en exposant, bonsoir Nas, la personne qui se présente en exprimant son manque de confiance au système ou ce travail dans lequel qu'il va entreprendre, bonsoir Sandra, il dit ça fait partie d'un de ces symptômes. Donc on doit l'écouter donc dès le départ, non, de la même façon qu'il y a des gens qui viennent avec un enthousiasme exagéré, Chiam, bonsoir. Donc de la même façon, on va le considérer comme un discours manifeste, mais qui nous montre un petit peu déjà, non, c'est-à-dire comment se présente le patient. Parce que Freud il va nous dire, nous devons nous rappeler que la névrose, c'est donc la substitution de quelque chose qui nous est désagréable. Et donc, on a créé quelque chose pour substituer une autre chose. Donc, et que pour cacher cette chose, donc, il y a un tas d'éléments qui vont être mis en œuvre, une quantité d'énergie psychique qui va être mise en place pour cacher, pour réprimer tout ça. Donc, nous devons savoir que aucun patient vient réellement pour faire face à, on va dire, à la solution de sa névrose. Pourquoi? Parce que consciemment, oui, bien évidemment, puisqu'il se présente et qu'il est là, mais d'un autre côté, nous devons savoir qu'il y a que pour maintenir, on va dire, bonsoir, meilleurs vœux Françoise, pour maintenir sa névrose, ben, il va devoir continuer à maintenir tout ce qu'il réprime.
Donc, nous n'allons pas pouvoir voir que si on dit que le travail de l'analyse, c'est justement d'aider à lever ces résistances, donc c'est ce qu'on va faire dans un travail, et on va dire qu'il nous propose aussi à long terme. Donc, bonsoir Louise, bonne année à vous aussi. Ça va pas trop enneigé? Alors, René dit, d'après vous, pensez-vous que la psychanalyse s'adresse à toutes et à tous? Bah, vous voyez, c'est pour ça que j'appelle psychanalyse pour tous. Parce que René, on va dire qu'il y a Nabil, bonsoir. Tous, ça n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. On va jamais être, merci à vous aussi Louise, donc on va jamais tous, ça n'existe pas dans le sens où nous n'allons pas tous être touchés par le virus, il y a des gens qui ne sont pas touchés par le virus, non, dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout le monde a la possibilité de trouver un arrangement pour commencer une analyse. Mais tout le monde ne va pas accepter. On doit penser aussi, René, quelque chose qui est important que Freud va souligner aussi dans ce texte, c'est les bénéfices secondaires de la maladie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir renoncer à ces bénéfices secondaires. Donc ils disent, d'accord, la maladie, ça me cause un tas d'obstacles pour vivre ma vie. Mais à côté de ça, j'arrive à soumettre ma femme, je soumets toute ma famille à cause de ma maladie. Par exemple, non? Il y a des bénéfices secondaires sur chaque névrose, donc c'est pour ça que c'est difficile à se laisser prendre, on va dire, par ce travail, et à accepter que ce travail, il va transformer ma manière de penser les choses et ma manière d'être en relation avec les autres et ma manière de me satisfaire. Parce que là, il y a une satisfaction dans la névrose, le sujet a une satisfaction. C'est bien pour ça que on va voir qu'il va y avoir toujours je ne sais pas comment on dit en français, non, on tire un petit peu, on revient, on retire, d'accord, on lui dit quelque chose, il résiste, il repart, il revient, non, et ça va être ça le travail. Bonsoir la Niaki, Mohamed, bonsoir. La zone de confort de la névrose, oui, effectivement, on peut parler d'une zone de confort, tout à fait. Carinette dit, les bénéfices secondaires, cela correspond à la pulsion de mort dans au-delà du principe de plaisir. Je ne sais pas si c'est avec la... Non, parce que les bénéfices secondaires, bon, la pulsion de mort, ça va être quelque chose au niveau de la libido, non, de l'énergie libidinale, mais pas obligatoirement, parce que c'est vrai qu'il y a des bénéfices secondaires qui peuvent être la satisfaction, comme on avait vu dans d'autres vidéos, la satisfaction masochiste. Donc là, peut-être, mais il y a des bénéfices secondaires qui sont... Non, il y avait une maman qui arrivait à réunir toute sa famille que quand elle tombait malade. Donc elle se faisait hospitaliser et là elle savait que tous les enfants accouraient et que sinon ils ne venaient pas à la maison. Bon, mais elle tombait vraiment malade. Attention, ce n'était pas du tout de la comédie. Non, c'est-à-dire qu'elle tombait malade de telle façon, ben là, elle avait son bénéfice, non, son bénéfice secondaire. Avec la névrose, c'est la même chose. Audrey, bonsoir, c'est la première fois que j'écoute un de vos directs. Bienvenue Audrey. Donc René dit, ma question était plutôt orientée du côté névrotique et psychotique. Alors maintenant, j'ai oublié la question. Attendez, j'y reviens. Donc René posait la question à savoir... Bah non, elle a disparu René. Attends, non, je vais... Non, elle doit être là. Alors, où je la trouve plus. Alors attendez, je la trouve plus. Bah non, je la trouve plus. Si, d'après vous, pensez-vous que la psychanalyse s'adresse à tous les psychotiques, à tous les... Celui qui accepte, parce que la difficulté pour le psychotique, c'est celui d'arriver à établir, à accepter cet accord, non, ce pacte dont va parler Freud dans ce texte, et d'accepter ce pacte. C'est pour ça qu'on dit que la majorité des patients, ils ont déjà, quand ils arrivent à se mettre d'accord avec ces premiers pactes avec le professionnel, il y a déjà toute une quantité, on va dire, de conflits, non, qui diminuent. Non, que les psychotiques, on dit après, le psychotique, c'est celui qu'il va falloir un petit peu éloigner de la famille pour pouvoir le prendre en traitement, parce qu'en général, non, il est prisonnier de la famille. Valérie dit une analyse va peut-être aussi faire sauter des mécanismes de défense qui nous permettent de vivre confortablement. Confortablement.
avec non, j'aimais bien le truc de Mohamed, il parlait de la zone de confort de la névrose, non? Donc, Annie Deschamps, bonsoir, Mel, bonsoir. Et c'est-à-dire qu'il y a une zone de confort, mais attention, ne confondez pas, parce que quand on parle de zone de confort, ça veut dire de l'habitude, quoi. Non? Mais ce n'est pas de l'habitude, c'est une satisfaction libidinale. C'est-à-dire que la libido a sa satisfaction avec tel mécanisme et qu'elle a énormément de difficultés à se mobiliser, cette libido, dans la névrose. Donc, ce n'est pas vraiment une zone de confort, non? Que c'est quelque chose d'inconscient. Ce n'est pas... Non? Audrey, il y a des pathologies où la psychanalyse ne peut pas aider? Pas des pathologies, il y a des sujets qui ne veulent pas se laisser aider par la psychanalyse. Non? Je veux dire, parce qu'il faut penser que la psychanalyse, c'est un travail. Il y a des gens qui arrivent et qui commencent une psychanalyse avec une pensée magique. Je veux dire, en pensant, je veux dire, je vais croiser les doigts pour qu'il ne m'arrive pas ça, qui demandent si, avec leurs rêves, est-ce que c'est une prémonition. Je veux dire, donc vous voyez qu'à partir de patients qui se présentent avec une manière de penser tellement loin de la pensée scientifique, qu'il y a tout un travail à faire. Mais si le patient, il accepte, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, mais est-ce qu'il va accepter de transformer et de faire tout ce parcours pour petit à petit, non, on va dire, échanger ces idées magiques, ces manières de penser magiques, avec des idées, donc on va dire, passer par la religion, passer, non, c'est-à-dire que cette évolution, comme l'évolution humaine, passer par la religion pour arriver à une pensée scientifique où je ne suis plus déterminée par les idées de ma maman, mais sinon que je suis déterminée par des pensées, une manière scientifique de penser l'être humain comme le propose la psychanalyse. Donc on disait que le patient, il se propose avec très enthousiaste pour le traitement, pour l'aventure qu'il va commencer avec le traitement, ou qu'il exprime des méfiances. Nous, ça nous est égal. Simplement, lui, il montre un petit peu sa façon de penser et il montre un petit peu, non, les obstacles avec lesquels il a l'habitude de se rencontrer, de faire face dans la vie. Rachid dit, Lacan a mentionné que la psychose est guérissable, contrairement à Freud. Mais il faut voir, Rachid, parce que c'est vrai que Freud, il a parlé en 1904, il faisait référence à ça. Non, mais après, il y a d'autres textes, c'est-à-dire qu'il faut lire Freud jusqu'en 1939, puisqu'il a écrit jusqu'en 1939, et que Freud, il n'avait aucun problème à reconnaître qu'il s'était trompé à un moment, et que dans d'autres textes, parce que lui, il le dit, à un moment, il dit j'ai honte, mais il faut que je le dise. Toute l'humanité a besoin de la psychanalyse. Donc, je veux dire que quand on dit que toute l'humanité a besoin de la psychanalyse, d'accord, c'est un concept, c'est pour montrer que tout le monde a besoin de cette aide, non, de cette manière de penser. Mais comme la psychanalyse, elle est capable de penser le psychotique, si elle est capable de le penser, elle est capable de le recevoir et de l'écouter, non? En plus, rappelez-vous, personne n'est psychotique 24 heures sur 24. Personne n'est névrosé 24 heures sur 24, non? Audrey, mais du coup, dans le cas de la schizophrénie, par exemple, c'est très compliqué, ou les autistes. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des cas qui paraissent impossibles. Mais si le patient y résiste, je veux dire que si on respecte le pacte, non, Freud il va nous parler, il a dit qu'il y a un pacte à accorder. Donc il y a un temps, non, l'heure de la séance. Donc il y a un temps, un moment, une séance par semaine, 2 séances par semaine, 3 séances par semaine, ceux qui veulent tous les jours, d'accord? Et il dit il faut respecter donc l'accord qui a été pris et que le prix de chaque séance est de autant. Et donc, une fois qu'on respecte ça, qu'on se présente et qu'on vient parler, même les cas les plus compliqués, ils vont avoir des modifications, non? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut transformer une personne autiste qui est autiste depuis 20 ans en une personne normale. Non, mais on va pouvoir l'aider à découvrir d'autres choses que sans la psychanalyse, il n'aurait pas pu découvrir. Non, on dit que l'instrument de la psychanalyse, très souvent, c'est un instrument qui va nous permettre d'obtenir ce que, sans psychanalyse, je n'aurais pas pu obtenir. C'est-à-dire que qui va me permettre, on va dire, justement, d'écarter, de libérer toute cette énergie
qui est occupé à réprimer des choses que je réprime, qui en fait sont des choses de l'être humain, mais des choses de l'être humain que j'ai des difficultés à accepter. Non. Donc, Anas dit, pendant la séance, est-ce que le thérapeute peut intervenir quand le patient présente un mécanisme de défense? Donc, il y a pas de solution comme ça, hein. Je suis désolée, Anas, d'accord, il y a pas de solution comme ça. C'est-à-dire, ça dépend du patient, ça dépend depuis combien de temps, ça dépend de quel mécanisme de défense on prend. La Freud, il va nous dire que dans tout le début d'une séance, il convient de ne rien dire au patient. Il dit, le plus important, c'est que ce qui doit s'établir, c'est le transfert. Donc, c'est le transfert entre le patient et le psychanalyste. D'accord? Et quand on parle de transfert, on parle de cette relation que le patient va établir avec son psychanalyste, qui n'est personne, qui est une figure sur laquelle il va déplacer une énergie libidinale qui va rentrer, non, dans ces relations sociales, en fait. Non, c'est une personne qui va faire partie de ces relations, mais qui n'est personne, en fait. Non, parce que le psychanalyste, il va apprendre. Un jour, il va être la maman, un autre jour, il va être le papa, le frère, l'ami, le chef. Je veux dire qu'il va prendre, non, c'est pour ça qu'on va parler de cette possibilité du transfert, et donc il va pouvoir prendre, selon le patient, différentes, non, selon le discours du patient, on va pouvoir, non, voir, ah, il parle comme si j'étais sa maman. Tiens, hein. Maintenant, c'est tout. Non. Et donc, quand cette relation est établie, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir dire quelque chose au patient. Mais sinon, il faut le laisser parler. Et en plus, il faut le laisser parler pour qu'il puisse nous raconter, pour qu'il puisse nous montrer qui il est. S'il ne parle pas, quoi, on ne va pas pouvoir. Anne dit, c'est la différence avec la psychothérapie. Mais je pense que la psychothérapie, c'est quelque chose de très varié. Non, il y a de différents types de psychothérapie. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Nous, on s'occupe aussi de la psychanalyse. Et je pense que les éléments que la psychanalyse présente, ce sont des éléments, des choses que tous les psychothérapeutes peuvent s'approprier. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à la psychanalyse. Après, c'est sûr que on a tendance à lire un petit peu tout et n'importe quoi, et on va chercher et on se fait notre propre sauce en disant voilà ma petite cuisine, quoi. Je suis dans ma cuisine, j'ai lu un tel, j'ai lu un tel, j'ai lu un tel. Donc si on veut vraiment faire une approche psychanalytique ou s'approcher de la psychanalyse, bah, il faut lire de la psychanalyse et pas tous les auteurs ni tout ce qu'on appelle les psys. D'accord? D'accord, merci Anas. Donc, il va nous dire, Freud par exemple, qui dit que dans les premières séances, non, il y a des patients qui se présentent, il dit, voilà, je vous ai tout dit. Non, après la première séance, il dit, voilà, je vous ai tout dit, maintenant je ne sais plus quoi dire. Ah ben non, ben, je ne sais pas, non, j'ai franchement aucune idée, je ne sais pas quoi dire. Et donc, il y a les patients qui vont dire, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, parce que vraiment, qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous que je vous parle? De quoi voulez-vous que je vous parle? Donc Freud il dit, on ne doit pas intervenir, c'est lui. Non, on va dire que si il pense qu'il n'a rien à dire, parce que c'est vrai, il ne ment pas, il a vraiment la tête vide, il ne sait pas quoi dire. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir, ce sont les premières résistances. D'accord? Les premières résistances, parce que le patient, il n'est pas bête. Ça veut dire que la majorité des patients savent qu'il y a quelque chose qui va se mobiliser. Et le sujet, il ne veut pas. D'accord? C'est-à-dire que la libido, elle a tendance à vouloir continuer à se satisfaire comme elle se satisfait depuis des années, des années. Donc une petite mobilisation de la libido et poum, ça y est, j'ai un autre monde devant moi. D'accord? Et ça, cet inconnu, toute cette partie inconnue que nous offre, non, la possibilité de modifier notre regard ou de changer, c'est quelque chose, non, en général, qui procure une certaine incertitude et qui va provoquer chez certaines personnes non, une résistance, on va dire, non, une résistance. Mais donc Freud, il dit non, que nous devons savoir, donc on doit aider, oui, effectivement, on doit aider le patient, en disant, mais bon, ce qui vous arrive, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, il faut continuer, d'accord, la prochaine fois, on essaiera sur autre chose. Plus il dit que vous pouvez choisir, parce qu'il dit, il y a des patients qui disent, bon, alors, par quoi il faut que je commence? De quoi je dois parler? De mon enfance, de mon problème? Comme vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas penser qu'il s'agit d'une conversation comme avec un ami,
sinon que c'est une conversation où vous devez suivre le fil de vos pensées. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par un sujet, déborder sur un autre, vous en aller sur un autre, et que vous avez tout le terrain qui est libre, où vous ne devez pas vous restreindre en disant: «Mais vous avez compris ce que je veux dire?» Non, non, ça rentre pas, d'accord? C'est-à-dire que, on va dire que le psychanalyste, c'est la personne qui sait ce qui vous arrive, même s'il ne vous dit rien, d'accord? Dans ce sens-là. Donc on doit se lancer et parler. Et Freud, il donne une image qui est super bonne. Il dit c'est comme si vous étiez un voyageur dans un train et que donc vous regardez par la fenêtre. Mais la fenêtre, en fait, c'est ce qui vous passe par la tête. Et sans juger, sans calculer, sans penser si c'est bien, si c'est pas bien, si quelqu'un m'écoutait. Non. Et je vais apprendre à parler et à libérer ces choses que je dis jamais. Et je dis jamais parce que j'ai jamais l'occasion de parler comme ça. Fabienne dit: «Des études ont-elles été faites sur un rapport efficacité-rythme? Le rythme est-il à l'initiative du patient ou de l'analyste? Même si l'analysant» alors attendez, là vous allez vite, attendez. «Même si l'analysant doit être d'accord, l'analyste peut-il être à l'initiative d'augmenter le rythme du nombre des séances hebdomadaires?» En général, Fabienne, on va dire que, le rythme des séances, on va l'augmenter parce que le patient, il va le dire. C'est le patient qui va dire: «J'en veux plus». Alors, c'est vrai que très souvent, c'est une interprétation que va faire le psychanalyste, parce que c'est comme très souvent les désirs des patients, ils doivent être interprétés, parce que le patient, il ne les voit pas directement. Mais si le patient, c'est quelque chose, donc c'est quelque chose que c'est le patient qui va le dire, d'accord? Ou quand tout d'un coup, il y a grandi, on va dire, ou que ça fait un certain temps qu'il est en analyse, donc on dit: «Voilà, vous pouvez passer à 3 séances par semaine. Maintenant, vous pouvez faire face à cette production, parce qu'au plus vous allez parler, au plus vous produisez de désir, au plus vous avez d'énergie, au plus vous vous transformez», donc tout ça, d'accord? Mais c'est quelque chose que, c'est une interprétation, ça va se produire par interprétation, d'accord? Efficacité, rythme, tout est relatif, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité? Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité? Non, je veux dire l'efficacité dans le sens où, chaque patient a son rythme, donc ils peuvent avoir, 3 séances par semaine, mais que le rythme du patient, c'est un rythme que d'autres, obtiennent plus avec une séance par semaine, d'accord? Donc Carinette dit: «La résistance au traitement est-elle toujours en lien avec une satisfaction libidinale inconsciente?» Toujours, je ne sais pas, Carinette. Et toujours non, parce que des fois la résistance la résistance, quand je parle de cette, image de cette libido qui ne veut pas se mobiliser, non, on parle de la névrose. Donc il y a des petites des résistances. La première séance, quand j'ai rien à dire, c'est pas une résistance c'est une résistance à commencer quelque chose de nouveau, on va dire, non? Alem dit: «Bonsoir. Rachid, avant de commencer l'analyse, il faut effectuer des séances préliminaires d'une semaine à 2 semaines». Oui, ça, c'est ce que disait donc Freud, d'accord? Donc lui, il suit. Mais après, quand on parle de séances préliminaires aussi, on parle en fait de toute cette période où le patient vient parler de lui, mais que pour apprendre à parler. Parce que comme je vous dis, parler et faire, la description de ce qui me passe par la tête, c'est pas facile. Bon, Freud, il dit que si, dans l'interprétation des rêves, il dit que si, il y a des patients qui y arrivent tout de suite. D'accord? C'est-à-dire que oui, il y en a qui se donnent directement et qui directement, on voit qu'ils parlent, là, on n'a rien à dire. Non? Dans le sens où on a un petit truc à dire, mais ils associent. Non, que vraiment, c'est pas qu'ils racontent, voilà, cette semaine, j'ai fait ci, non, non. C'est vraiment qu'ils associent, qu'ils passent d'un sujet à l'autre et qu'ils se laissent parler, non? Donc, on va dire, mais arriver à se laisser parler, donc c'est là où, on va dire, quand on arrive à se laisser parler, c'est quand on commence vraiment la psychanalyse, non? Et donc, comme Mohamed dit: «Le silence aussi du patient est révélateur». Donc on va dire que le silence aussi fait partie des résistances, non? René dit: «Freud utilise également la métaphore de dire au patient: "Vous montez dans un train et vous me racontez le paysage que vous voyez"». Oui. Fabienne dit: «Le fait de parler en présence d'un autre suffirait, même si l'inconscient ne va pas toujours à la conscience de l'analysant. Seul le transfert suffit-il? Cette scène qu'il rejoue?» Alors, on va dire Fabienne. Et Fabienne dit que, il suffit de parler à quelqu'un d'autre. Non, il suffit de parler à une type d'écoute. D'accord? Parce qu'on ne va pas parler de la même façon avec un ami
qu'avec un psychanalyste. Avec un ami, on parle, on a rien à faire. Si la majorité de nos amis ne nous écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous écoutent à partir d'eux-mêmes. Mais le psychanalyste, il n'écoute pas à partir de lui-même, il écoute à partir de la théorie psychanalytique, donc ça n'a rien à voir. D'accord? Et une autre chose, Fabienne, l'inconscient ne vient pas toujours à la conscience, ne vient jamais à la conscience. Tout ce que le patient va dire, c'est du préconscient. D'accord? C'est-à-dire que le sujet n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'inconscient. On dit qu'en psychanalyse, bon, la psychanalyse présente, bonsoir Jalila, la psychanalyse, c'est un instrument qui va nous permettre de produire l'inconscient. On va produire l'inconscient avec l'interprétation psychanalytique. Donc, il s'agit de définir le cadre. Non? Avec le patient, on va donc définir le cadre. Donc, il va nous parler de ce temps qui est réservé en disant, voilà, vous avez votre séance, donc tel jour, telle heure, la séance dure autant de temps, d'accord? Donc ça, c'est un pacte qui est accordé, on va dire, avec le psychanalyste, et il coûte autant. Donc après, il va faire des réflexions, il va nous recommander de ne pas travailler gratuitement, parce que travailler gratuitement, ça ne convient pas aux professionnels, et en plus, et surtout, ça ne convient pas aux patients. D'accord? C'est-à-dire que le patient qui ne paie pas ou qui sait que le professionnel qui le reçoit ne gagne pas d'argent, non? Surtout ça, je veux dire que c'est important, que du coup il dit bah, pourquoi il le fait? Il le fait par amour? Pourquoi il le fait? Donc c'est là où on ne sait plus en plus quand il n'y a pas d'argent, on ne sait plus c'est quoi cette relation. C'est quoi? C'est un ami? C'est quoi? Même le psychanalyste, il ne sait plus si l'histoire qu'on lui raconte, c'est son histoire, c'est l'histoire de l'autre. Non, c'est pour ça que l'argent, en plus que c'est un élément aussi qui fait partie donc de cette circulation libidinale qui est très important. Et donc Audrey dit comment réussir à trouver le problème de fond dans tout ce flot de paroles, comment y faire le tri. Il n'y a pas de problème de fond, Audrey. On va dire que la psychanalyse, c'est apprendre à écouter justement la surface. C'est dans les mots que le patient, il nous dit tout. D'accord? Il nous le dit, il n'y a rien à aller chercher au fond. D'accord? Et quand il y a un flot de paroles comme ça peut être parce qu'il ne veut pas que le psychanalyste comprenne. Alors, je raconte plein de trucs, je mélange tout, je raconte plein de tout, je parle vite, je dis n'importe quoi, pour pas qu'il me comprenne. Après, il y en a d'autres qui vont, je parle tout doucement comme ça, parce que comme ça, je suis sûre de pas. D'accord? Je veux dire que chacun a des manières, on va dire, d'utiliser, de dire non, je ne veux pas. Non, rappelez-vous que, ok? Donc, quand vous voyez, quand vous ne comprenez pas, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. D'accord? C'est pas, je veux dire, parce que des fois, il y a le patient qui vient dire, oh, je vais lui raconter un truc. Quand je dis ça, c'est d'une façon inconsciente. Non, c'est une lecture, c'est une interprétation en disant, lui, il est venu aujourd'hui pour que je ne comprenne rien. Donc il est très content, il est venu pour que je me dise qu'est-ce qu'il a voulu dire. Non, pour que je continue à penser à lui après la séance, par exemple. Non. Donc on va dire aussi, on ne pense pas, après la séance, on ne pense plus au patient. On pense au patient quand on va superviser, mais une fois que la séance elle est terminée, d'accord, on ne pense plus. Et donc Freud, pour revenir à ce sujet de l'argent, donc il dit que c'est recommande pas, que c'est très important, non, qu'il y ait donc quand les gens n'ont pas la possibilité une possibilité économique de payer ou d'arriver aux honoraires du professionnel, de laisser quelque chose de symbolique, d'accord, pour pouvoir commencer. D'accord? Donc on va dire, bah alors pour pouvoir commencer, on va garder ce prix jusqu'à telle date. D'accord? Et à partir de là, vous devez avoir la possibilité de produire l'argent pour pouvoir continuer. Parce que ça fait partie de votre désir de vous analyser. Si vous maintenez tout le temps, non, que vous n'arrivez pas à produire une plus grande quantité d'argent pour, parce que on ne va pas payer toute sa vie son psychanalyste au même prix. Sinon, ça veut dire qu'on ne grandit pas. Non? De la même façon qu'on augmente notre salaire dans l'entreprise avec l'ancienneté, de la même façon, on doit augmenter, on va dire, puisque non, le psychanalyste est notre employé. Non? Donc, Hayat dit au Karim, il dit, et quand le sujet reste collé au factuel avec un fonctionnement opératoire, comment le pousser à élaborer au-delà du factuel?
faut briser le sens. Faut briser le sens. Non? Je veux dire que ça dépend des phrases. Mais de quel bleu vous parlez? Du bleu de la jupe de votre maman? Je veux dire, faut briser le sens pour le... Mais c'est vrai qu'après, vous voyez qu'il y a tout cet apprentissage donc du parler, où il y a des gens qui sont collés aux mots, donc leur langage, il est collé. Non, non, je vous dis la vérité, je vous dis non, que tous leurs mots sont collés à la chose. Fabienne dit, je me demande aussi quel est le rapport entre la jouissance et la cure. Vous pouvez en dire quelques mots? Bon, on va continuer avec le texte, Fabienne, parce que là, c'est vraiment... bah oui, parce qu'il y a la jouissance dans l'analyse, il y a une jouissance de la possibilité de s'analyser. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Non? Alors, le rapport avec la jouissance et la cure, avec le traitement. Bon, alors. Donc, et il dit que l'heure donc, qui est réservée, l'accord en disant le professionnel, il a ses horaires, donc son agenda avec ses horaires, et que le patient, il réserve donc un horaire que même s'il n'a pas la possibilité de venir, on va dire, il doit payer cet horaire qui est réservé à son nom dans l'agenda du professionnel. Non? Dans le sens, et Freud, là, il va dire, et c'est intéressant, il dit, c'est là où on se rend compte que vraiment, il n'existe pas que tous ces petits inconvénients que le patient pourrait présenter. Ah non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que ceci, ah non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que cela. Il va tout ça, quand on leur demande de suivre et qu'ils acceptent, bien évidemment, qu'ils acceptent de suivre, c'est je vais payer même si je ne me présente pas à la séance. Il dit, bah, vous allez voir que tout d'un coup, ils arrivent à l'heure à la séance, le hasard devient beaucoup plus relatif. Donc, c'est-à-dire que c'est une manière aussi, l'argent, de réellement accepter à se soumettre, non, à se soumettre à ce travail. Parce qu'il s'agit d'un travail, la psychanalyse, c'est un travail. D'accord? Et ce n'est pas exactement un travail pour le psychanalyste, c'est un travail pour le patient. C'est le patient qui vient et qui travaille. Parce que s'il ne donne rien comme élément, c'est difficile de pouvoir travailler. D'accord? Donc, on va regarder ensuite. Donc, et donc il dit aussi qu'on se retrouve donc avec des patients qui disent, mais vous pouvez me dire donc combien de temps mon traitement va durer? Donc, combien de temps ça va durer ce traitement? En combien de temps je vais pouvoir éliminer ces symptômes? Et donc, bon, je n'interviens pas dans vos conversations, hein. Mais donc, combien de temps devra durer le traitement? Ben, évidemment, on ne peut absolument rien dire. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut faire payer nos entretiens d'accueil. Exactement. Même quelque chose de symbolique, c'est très important, effectivement. Donc, on ne peut pas prévoir. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des patients qui, tout d'un coup, ils commencent, on dit, waouh, celui-là, il a l'air très enthousiaste, il vient, non, il s'implique, il vient, il paye, je veux dire qu'il vient plusieurs fois par semaine, etc. Et puis tout d'un coup, bloqué, c'est fini. Donc, on ne peut pas savoir. Et tout d'un coup, non, il peut rester. Donc, vraiment, le sujet, de la même façon que le texte, Freud, il commence le texte en disant, voilà, entre l'ouverture d'une partie d'échec et la fermeture ou la clôture d'une partie d'échec, tout ce qui est au milieu, c'est imprévisible. C'est-à-dire que le patient, il s'en va, on l'a interprété, il s'en va aujourd'hui. Quand il revient demain, on ne sait absolument pas comment il va revenir. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours une surprise. Et en plus, il convient que ça le soit. D'accord? Parce que si j'attends et que je sais que j'attends Pépito qui vient et que c'est celui qui a parlé d'eux et qui m'a dit ça. Non, alors pourquoi? Parce que je ne permets pas à l'autre de venir différent. Et je l'attends. Donc je cherche à voir le Pépito que j'ai vu la dernière fois, l'idée de Pépito. Non? Il y a une phrase comme ça qui est très jolie, qui est très jolie et très intéressante. Il dit, elle me maintient dans des mots du passé, elle veut m'assassiner. D'accord? C'est-à-dire, ce que j'ai dit hier, c'était hier. Elle ne va pas me ressortir les mots que j'ai dit hier, aujourd'hui j'en dis des nouveaux. D'accord? Je ne pense plus de la même façon. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, là, elle veut m'assassiner, elle veut assassiner cette nouveauté, non, que moi je lui présente, que je ne viens plus avec.
Non, je ne présente plus. Et ça, c'est dans la vie quotidienne aussi. Hein. Ati dit Lacan parlait des canailles. Où en est-il de cette race? En quoi sont-ils imperméables à la psychanalyse? Bah, imperméable à la psychanalyse, c'est celui qui n'accepte pas le pacte, qui ne respecte pas, qui ne veut pas payer, qui laisse des dettes. Mais tout ça, c'est quelque chose, s'il continue, après, il va s'établir, non? Parce qu'il y a, aucun patient, ou pratiquement aucun patient, arrive et est déjà le patient parfait. Le patient, ça va se fabriquer. Donc, ça va se fabriquer donc petit à petit pour qu'il apprenne à voir que, non, qu'il y a tout ce processus. Fatine dit, l'analyste définit le cadre, notamment la durée de la séance. Est-ce que l'analyste doit maintenir la durée ou est-ce qu'il peut être plus flexible? Je veux dire, il faut maintenir la durée, il faut présenter une durée. D'accord? Il faut présenter une durée, que vous dites, voilà. Donc, de la même façon que vous avez des honoraires, et après, vous avez la durée de la séance. De temps en temps, il y a des séances qui sont un peu plus courtes, de temps en temps, il y a des séances qui débordent un petit peu. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le pacte n'est pas établi. C'est-à-dire que le pacte est établi, c'est la séance dure autant de temps et le prix de la séance est d'autant. Après, le patient vient et dit, comme maintenant j'ai des difficultés, bon, on lui fait une petite réduction. Mais je veux dire que ça, c'est quelque chose de passager. Ça n'empêche que lui, il sait qu'il a un prix spécial. Non, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un prix spécial, par exemple. OK? Donc, je dis parce que un prix spécial, ça peut être aussi considéré un petit peu par le patient comme une sorte de preuve d'amour. Hein. C'est une preuve d'amour. Elle accepte de me recevoir en réduisant non, ses honoraires. Donc, il va parler donc de cette tentative, de ce grand désir de nombreuses personnes qui veulent réduire le temps d'efficacité, donc le temps d'efficacité des traitements psychanalytiques. Et il dit, désolé. Alors, Naïma dit, qui sont les critères pour connaître un bon psychanalyste? Quels sont les critères pour avoir un psychanalyste? Moi, je me poserais plutôt, quels sont les critères, non, pour être un bon patient? Parce qu'on va dire que c'est le patient, bon, les critères d'un bon psychanalyste, c'est un psychanalyste qui est en psychanalyse, qui étudie la psychanalyse, non, qui supervise ces cas, qui a une supervision en groupe. Donc, c'est très important le travail de la psychanalyse en groupe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Mais surtout qu'on doit voir, c'est le patient qui va fabriquer son psychanalyste. D'accord? Ce n'est pas qu'un bon psychanalyste, il a toujours que des bons résultats. D'accord? Sinon il y a... Freud, dans le texte, il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, au début de ma pratique psychanalytique, j'avais des difficultés à ce que les patients restent. Ils s'analysaient quelques jours et poum, ils partaient. Et j'avais des difficultés. Il dit, maintenant, avec les années, il dit, maintenant, c'est l'inverse. J'ai des difficultés à leur dire, c'est terminé. Donc, comme quoi, on voit, parce que je pense aussi qu'un bon psychanalyste, Naïma, c'est celui qui veut vraiment travailler comme psychanalyste. D'accord? Que travailler comme psychanalyste, c'est pas quelque chose d'évident, dans le sens où il y a toute notre vie qui est impliquée dans ce travail. D'accord? Ce n'est pas un travail comme tous les professionnels de la santé, je pense, non? Dans le sens où ma profession, je suis psychanalyste 24 heures sur 24. Non? Comme les médecins, on va dire, dès que c'est nécessaire. Et en plus, toute ma vie est orientée sur ce travail de psychanalyste. Si je participe à plusieurs groupes d'études dans l'école à laquelle j'appartiens, que je me psychanalyse, que je supervise, je veux dire que c'est le grand axe de ma vie. D'accord? Donc c'est une profession, on va dire, qui prend énormément de place dans la vie du sujet. Ruth demande, elle dit, ceux qui sont imperméables, c'est une résistance ou ont peur de connaître le désir? Bah, connaître leur désir, c'est une résistance, Ruth. Hein. C'est les deux choses. Doris dit, peut-on faire une psychanalyse par téléphone? Oui, Doris. Sylvie, mais ça existe un bon patient?
On va dire, moi je pense que oui, Sylvie. Premièrement, on va considérer que un bon patient, c'est celui qui vient et qui paye. Et pas parce qu'il paye, sinon parce que quand il paye, il dit je le veux. Parce que si je paye pas, je peux pas le prendre. C'est pas pour moi. Non, il y a autre chose qui se passe. Donc si je paye, c'est que je dis je le veux, comme que j'achète quelque chose. Donc on va dire que tous les patients sont bons. Après, il y a des séances où on va dire que le patient résiste plus, tout d'un coup il est plus silencieux, d'autres fois il se donne plus, ou etc. Donc on va dire que ça dépend plus que du patient, on va dire des séances. Non. Mais moi je pense que le patient, ou on est patient, ou on n'est pas patient, ou on est un bon patient. Mais il faut arriver à être patient. D'ailleurs, ce mot-là, non, parce que les Français qui ont tendance à transformer mes patients, c'est un mot fantastique pour parler des patients. Parce qu'il faut apprendre à être patient. Parce que le patient, il se présente et je le veux là tout de suite, je le veux là tout de suite, maintenant je ne l'ai pas encore trouvé, non, ça ne sert à rien, ta, ta, ta. Non, il faut apprendre à être patient. Qu'est-ce que ça veut dire? À apprendre que ma névrose, non, comme dit Freud dans le texte, elle n'est pas tombée du ciel. C'est une production de nombreuses années. Et de la même façon, pour m'éloigner de cette névrose, je vais le voir pendant plusieurs années faire un travail pour m'éloigner de cette névrose. D'accord? Donc c'est un travail. Et il dit que, il dit Freud, il dit que même les gens les plus intelligents, même les gens qui apparemment, non, que ce sont des personnes qui savent de quoi il s'agit quand on parle du temps, du travail, du résultat, ils disent, par contre, quand il s'agit de la névrose, alors là, ils veulent des résultats tout de suite, non? Qu'ils oublient que tout travail a besoin d'un certain temps et une certaine quantité d'argent. Donc Valérie parle de l'alliance thérapeutique qui se crée. L'alliance thérapeutique, c'est quoi l'alliance thérapeutique? C'est celui qui relance le désir du patient quand celui-ci est éteint. On va dire que dans une première partie, les patients, quand ils arrivent, dans le premier temps, ils n'ont même pas le désir de s'analyser. Tout le travail va être fait sur le désir du psychanalyste. C'est pour ça que travailler comme psychanalyste, c'est être soutenu, donc parce qu'il doit soutenir le désir de tous ces patients. D'accord? Donc c'est pas que le désir il s'éteint, c'est que tout d'un coup le désir il s'en va ailleurs et donc il dit oh j'ai plus envie de continuer, de toute façon non. Non. Mais si le psychanalyste il est là et il soutient son désir, parce que si le patient il est là, il est là. Hein. Eric dit peut-on faire une psychanalyse sans transfert? Je veux dire que non. Non, que le transfert est un élément indispensable puisque la psychanalyse c'est l'interprétation du désir. Non, c'est l'interprétation du désir. Donc René dit qu'il préfère analysant. Moi, je préfère patient. Patricia dit, si le patient n'a pas les moyens de payer le prix fixé par le psychanalyste, est-il possible d'adapter le prix? Bien évidemment. Mais moi, je pense que c'est intéressant de l'adapter avec, non, une limite. Non, en disant, bon, ça dépend aussi de la réduction. Non, mais on adapte le prix, oui, si l'autre, il dit qu'il veut, et puis après, on voit combien de temps ça dure. De toute façon, Freud, ici, dans le texte, il dit, il ne convient pas de faire des réductions. Parce que tout d'un coup, on a l'impression, non, parce que nous, on pense d'une façon un peu, on va dire, radine, dans le sens où on va dire, voilà, on a l'impression qu'on lui fait un cadeau quand on va réduire le prix. Mais lui, il dit, non, il rabaisse, il me rabaisse. Parce que quand on va dire non, c'est comme quand on va offrir un livre à une personne qui est pratiquement analphabète. Waouh, il me considère comme un lecteur. Quand je vais donner le prix de mes honoraires au patient, je le considère comme quelqu'un qui a la capacité de payer ça. Non, que je veux dire qu'il y a une manière de penser, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, je dis que c'est une possibilité. Non, une possibilité de dire, ah bah oui, si il me dit que lui, il prend autant, c'est qu'il pense que moi, je peux payer. Ou que si il me fait une réduction, il me traite comme, ah, bah de toute façon, toi, tu peux payer que 20 euros. Hein. Non. Donc, si, Patricia, l'engagement du patient va être transformé selon le prix des honoraires. D'accord? Donc, et Anne demande si le transfert peut être positif ou négatif. Donc ça, nous, on va continuer un petit peu avec les lettres, les textes du transfert de Freud. Et
Et on va continuer. Non, il n'y a pas de le transfert, oui, peut être positif ou négatif, c'est-à-dire peut être pour, non, la cure ou contre la cure. Donc, ou je résiste ou je résiste pas, non, ou je parle. Et Josette donc pose une question très intéressante. Josette, quel est le but final d'une psychanalyse? Donc ça c'est non, Josette, ça c'est une thèse. C'est pour élaborer une thèse. Quel est le but final d'une psychanalyse? Donc, pour certaines personnes, Josette, c'est venir pour résoudre un petit problème. Il y a des patients qui viennent simplement parce qu'ils ont une difficulté de relation avec papa, avec maman, avec leur chef, avec un héritage qu'ils viennent de toucher, avec quelque chose. Et donc, ils vont élaborer pour pouvoir le penser. Donc, ils utilisent cet espace pour venir, pour le penser, pour être interprétés, pour voir ce qui les empêchait de pouvoir le penser. Et une fois que ça s'est résolu, ils s'en vont. D'accord? Et après, il y en a d'autres, non, qui viennent, et il y en a d'autres qui disent, moi j'ai commencé le voyage, je vais continuer toute ma vie. Non? On va dire que c'est le plus beau voyage que nous pouvons faire, le voyage de la psychanalyse. Mohamed dit, le transfert négatif, c'est-à-dire la haine du patient face à l'analyste. Non, non, c'est pas de la haine. Le transfert négatif, c'est la résistance. Hein? Non, parce que ça, c'est déjà penser qu'on va, parce qu'on paye énormément d'argent durant de longues années à un rythme régulier sans aboutir au résultat escompté, ça, c'est une résistance. Parce que si on a fait le travail, qu'on a payé une grande quantité d'argent et qu'on a fait ça pendant de longues années, il y a un résultat, Mohamed. Que le patient, à un moment donné, il ne veut pas le voir parce que, pour X raisons, mais il y a obligatoirement, il y a un résultat. Certains psychiatres donnent des médicaments et font des séances de soutien de quelques minutes et ils disent qu'ils font de la psychanalyse. C'est néfaste pour les patients. Non, c'est néfaste pour eux, Rachid. D'accord? C'est-à-dire que celui qui se met l'étiquette de psychanalyste et qui ne travaille pas comme psychanalyste simplement parce qu'ils vont écouter le patient ou parce qu'ils ont écouté Clémence Lonis un mardi soir, ça va, non, ça rebondit, ça revient vers eux. D'accord? C'est quelque chose qui est néfaste vers eux. C'est pas néfaste pour les patients. D'accord? C'est néfaste pour les patients. Non, je veux dire que les patients, on ne peut pas leur faire du mal. D'accord? Bon, la psychanalyse ne peut pas leur faire du mal. Fatim, quand est-ce que l'analyste devrait arrêter le suivi et l'analyse du patient? Donc Freud, il va parler, non, dans un des textes en disant que donc c'est pour montrer comment la complexité, en fait, de montrer comment le sujet a résolu complètement sa sortie du complexe d'Oedipe. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il va présenter, non? Qui va se présenter comme la fin d'une analyse théorique. Parce que c'est théorique dans le sens où le complexe d'Oedipe, il se présente constamment dans la vie du sujet, donc il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Donc, différence entre transfert et projection. Ça, ce sera pour un autre jour, Anna. Sandrine dit, je comprends pourquoi l'analysant doit payer tout en ayant un peu de mal à accepter la transaction financière, comme tout autre domaine marchand ou de consommation. Donc, mais ça fait partie aussi, ça c'est intéressant parce que ça fait partie de la position psychique du sujet. Non, parce que c'est de la même façon que ma libido doit pouvoir circuler, non, selon ce que me réclame la réalité, mon argent doit pouvoir circuler de la même façon. Donc, si j'ai du mal à faire circuler mon argent, c'est parce que j'ai ma libido aussi qui est fixée quelque part. Non? Valérie dit, si résistance, y a-t-il transfert? Oui. Oui, oui, il peut y avoir. Non, c'est pas quelque chose qui s'y oppose, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a résistance qu'il y a transfert. Non? Résistance, il y a toujours. Mais transfert, non. Différence entre transfert plein et transfert en creux. Je ne connais pas, Jalila. Je suis désolée, je ne connais pas. D'accord? Carinette dit, l'intervention de l'analyste via le transfert est-elle finalement comme une suggestion sous hypnose? Non, rien à voir. D'accord? Rien à voir. Parce que l'hypnose, Freud nous en parle, d'ailleurs c'est très intéressant parce que Freud, il nous parle, il dit que parce que le transfert c'est quelque chose d'inconscient, l'hypnose c'est pas quelque chose d'inconscient. C'est inconscient dans le sens où le sujet ne va pas s'en rendre compte, mais ce n'est pas inconscient dans le domaine de la mobilisation de la libido.
dans le transfert, dans l'intervention de l'analyste, donc l'intervention de l'analyste qui intervient en transfert, qui va interpréter, il y a mobilisation de la libido. Dans une hypnose, il n'y a absolument pas de mobilisation de la libido, on n'y touche pas. Non, c'est comme quelque chose de manifeste, je veux dire que le... Comment faire un travail psy face à un paranoïaque qui renvoie toujours la faute sur l'autre? Donc ça, c'est le début de tout, non, de tout travail. C'est-à-dire que petit à petit, c'est pas exactement un paranoïaque, hein, non, sinon que c'est un petit peu ce qui nous arrive à tous, hein, qu'on a tendance toujours à dire que ce qui m'arrive, c'est à cause de l'autre, c'est à cause du virus, c'est à cause des gouvernements, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Donc je veux dire que prendre sa vie en main et considérer que ce que je vis, je suis responsable de ce que je vis. Je ne suis pas coupable, je suis responsable de ce que je vis. Non. Audrey dit, le complexe d'Oedipe ne s'arrête pas tout comme le narcissisme primaire, mais du coup, en soi, beaucoup de choses restent adultes. Non, le complexe d'Oedipe, c'est quelque chose qui... Non, c'est une machine, c'est une machine, donc c'est quelque chose qui ressort tout au long de notre vie. Et Fabienne dit, pour en rester au texte, ce serait bien d'avoir la connaissance de celui qui va être présenté, d'avoir la connaissance de celui qui va être présenté avant le mardi, quand il y a une présentée. Ce serait chouette, Clémence. Chouette, chouette, Clémence, tu es une vraie chouette. Un évitement, dit Patricia. Alors, Patricia disait un évitement. Oui, mais attendez, je ne me rappelais plus ce que vous disiez. Patricia, où est-ce qu'elle était? Elle parlait d'un évitement. Donc, si le patient n'a pas les moyens, un évitement sans altérer l'engagement du patient. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi vous dites évitement, non? Éviter, donc éviter. La résistance. Donc, la résistance, c'est quelque chose qui va éviter. D'ailleurs, donc, dans le texte, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Freud, il va dire, des fois, on peut, ou on va dire, non, parce qu'il dit, des fois, le psychanalyste, il se précipite et il va tout de suite dire, voilà, ça y est, j'ai vu ce qui vous arrive. Et il va le dire comme ça au patient lors de sa 3e séance. Et le patient, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et il s'en va affolé en disant, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il y en a d'autres qui disent, oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et ça ne change rien. Parce que Freud, il va dire, attention, on peut révéler, mais ça, ce n'est pas exactement renforcer, de faire rendre conscient l'inconscient. Parce qu'il dit, l'inconscient réprimé, il est toujours là. Parce que l'inconscient réprimé, c'est quelque chose que doit produire le patient. C'est-à-dire, c'est cette association libre que doit produire le patient, parce que dans cette association libre, il y a tous ces liens, toute sa manière d'être impliqué, on va dire, dans ce qu'il dit. Alors c'est vrai que le psychanalyste, très souvent, il va voir, ah ben, il est où celui-là, on voit que c'est telle chose. D'accord, que celui-là, on voit que il s'est trop masturbé. Bon, d'accord, mais on ne peut pas lui dire. Même si après, quand on lui dit, non, après quelques séances, on va lui dire, il dit, oui, vous avez raison, mais qu'est-ce que ça signifie pour lui? De la même façon qu'on va dire, par exemple, et donc Freud, il va dire qu'il est préférable, donc il dit qu'on va révéler au patient ce qu'on a vu, non, ce qu'il nous a montré, que quand le patient est sur le point de le découvrir lui-même. Voilà tout l'art de l'écoute. Voilà tout l'art de l'écoute. Non, c'est pour ça que, on va dire que vous voyez que dans toute cette, on va dire, toute cette manière pour travailler comme psychanalyste, c'est vraiment un travail avec tous ces instruments dont j'ai parlé, tout ce soutien pour pouvoir écouter le patient. Donc avec cette écoute théorique, d'accord, cette écoute théorique du patient, et après ne pas vouloir, ce qui va nous parler dans un autre texte, il dit que le psychanalyste, il ne doit pas avoir le fureur sanandis de vouloir guérir, de vouloir guérir, de vouloir guérir, de vouloir guérir. Non, ça c'est en contreposition. Non, donc c'est qu'elle. Donc on va dire non, il faut donc attendre que l'autre. Et il y avait une autre phrase que j'avais préparée. Attendez, il y avait une autre phrase que j'avais mis en grand, justement pour le non, pour le prix, non, où Freud, il avait dit, où il dit dans ce texte donc que la maladie et la stupidité sont beaucoup plus chères que tout traitement psychanalytique. C'est-à-dire qu'un psychanalytique, ça revient toujours bien meilleur marché que ce que va produire la maladie et la stupidité. C'est-à-dire que la psychanalyse aussi va guérir la stupidité.
Et alors, Doris, elle dit, la psychanalyse peut-elle conduire à des changements qui sont encore plus difficiles à vivre qu'avant d'entrer en psychanalyse? Ben, la psychanalyse, elle va nous permettre de faire face aux changements, Doris, quel qu'il soit. C'est-à-dire que comme on va libérer notre libido, on va pouvoir faire face plus facilement à tout ce qui se passe face à la réalité. Oui, c'est un art. Pas de devenir, Ruth, sinon d'écouter, non? Ce travail de psychanalyse, c'est un art dans le sens d'apprendre à écouter, non? D'avoir le passage, oui, Sylvie, un art et une éthique. Un art et une éthique, dit René. D'accord? Donc, et on va dire que le psychanalyste, non, il y a une phrase qui dit le psychanalyste du directeur de l'école de poésie psychanalyse Grupo Celo de Madrid, le directeur de l'école dit qu'un psychanalyste guérit plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est plus en relation avec toute sa formation qu'on ne voit pas. Non, que le psychanalyste, il dit pas, attendez, voilà, je vous montre toutes mes... Non, 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 tout ce que je fais, mais que c'est quelque chose qu'il transmet, on va dire, c'est quelque chose qu'il transmet sans avoir à le dire. Donc, c'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de travail qui nous attend. Donc, on continue la fois prochaine. Alors, quel est le texte que, bah, Sylvie, j'essaierai de vous le présenter. Je ne sais pas exactement encore, j'ai une petite idée. Non, on va essayer de travailler un petit peu les textes. Les textes. Bon, attendez, je vais regarder parce que ici, j'ai le programme. Alors, j'ai les textes. Alors, attendez, je vais regarder. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on va prendre le texte Les chemins de la thérapie psychanalytique. Les chemins de la thérapie psychanalytique de Freud. D'accord? C'est fort possible. Mais de toute façon, non, avant à la fin du week-end, je vous mets le titre. Donc, mais c'est que changer nous, Valérie, c'est changer notre réalité. C'est la seule manière que nous pouvons changer notre réalité, c'est, non? En commençant par nous. Sinon, on réclame que la réalité change. On réclame que les gouvernements fassent quelque chose pour changer. Non, on va commencer par nous, on va commencer par nous. Bah, c'est plus facile, on va dire, non? C'est plus facile de commencer par nous que de demander au gouvernement qui change. Vous le voyez bien. Bon, l'homme aura, oui, le cas de Freud. Bon, ce sera un autre jour, ça c'est une longue histoire, l'homme aura. Bon, allez, merci à vous. Donc, merci de m'avoir accompagné. Donc, vous pouvez partager cette vidéo sur vos murs qui ne se mangent pas. Merci René. Merci Carinette. Dora, bonsoir. Et Ati, merci à vous. Donc, bonne continuation. On continue donc mardi prochain avec cette psychanalyse pour tout. Donc, on essaye de ramener un petit peu cette psychanalyse un petit peu pour tout le monde. D'accord? Bonsoir Annie, merci à vous. Fatim, bonsoir. Donc j'imagine que ce sera Fatima, non? Merci, merci Gap. Donc bonne continuation. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo. On en a tous besoin, même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas rien savoir. Merci Rosélène, Alem, merci. Patricia, merci à vous. Jalila, merci. Au revoir Louis. Bar Clémence, quoi. On va prendre une bière. Allez, bonsoir Françoise. Mohamed, bonne fin de soirée. Isabelle, merci. Allez, oui. Merci Louise, merci à vous. Et très bonne semaine, toujours intéressant. Oui, de parler avec vous, c'est parler avec vous. Non, tout ça, on le fait tous ensemble. C'est pas quelque chose où moi je viens, où je raconte mon truc. Sinon, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on est en train de fabriquer. Non? Tous ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Je veux dire que moi aussi j'apprends beaucoup. Donc, merci à vous. Merci Alison. Allez, à très bientôt. Donc, bah non, à mardi prochain. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.